Alors, la question de l'alerte tsunami est une problématique que nous connaissons, même si ce sont des événements qui sont finalement relativement peu fréquents. L'alerte tsunami, en fait, est déclenchée sur la connaissance d'un tremblement de terre dans une zone plus ou moins lointaine de la Polynésie française, dans le Pacifique. Et c'est le centre d'Hawaï, qui est le centre d'alerte des tsunamis, qui diffuse sur l'ensemble du réseau des administrations, des sites de gouvernement de la zone du Pacifique, un message d'alerte pour dire qu'un tremblement de terre a eu lieu. Ensuite, il y a des premières modélisations qui sont données et qui nous font connaître si nous sommes sur une zone concernée par les effets de ce tremblement de terre qui, traditionnellement, peuvent prendre la forme d'une vague de type tsunami. Ça a été le cas jeudi dernier lors de l'épisode que nous avons connu sur la Polynésie française, où très vite nous avons su qu'il y avait une menace, quelques heures après le déclenchement d'un tremblement de terre au large de la Nouvelle-Zélande, pour les côtes de la Polynésie française sur 3 de ces archipels. C'est-à-dire que donc, les calculs de risque par rapport à ce tremblement de terre qui a lieu au large de la Nouvelle-Zélande, ils sont faits à Hawaï. Quelles côtes sont exposées, quelle taille pourrait faire les vagues qui arriveraient sur nos côtes? Alors c'est une compétence qui est partagée. Initialement, effectivement, c'est le centre d'urgence et de veille sur les tsunamis d'Hawaï qui déclenche l'alerte, mais ensuite il y a toute une série d'opérateurs qui prennent le relais. En Polynésie française, nous avons une entité spécialisée qui est le laboratoire de géophysique de Polynésie française, qui vite vient en appui et modélise l'ampleur du phénomène, sa caractérisation pour la Polynésie française, plus précisément, à la fois sur l'ampleur du phénomène en termes de hauteur d'eau redoutée et sur la localisation du phénomène, et enfin sur le temps nécessaire à la survenue du phénomène sur les côtes de Polynésie française. Alors jeudi matin, donc assez rapidement après le séisme, le Haut-Sariat s'est mis en ordre de bataille. L'alerte auprès de la population est arrivée plus tard. Qu'est-ce qui se passe dans cet espace de temps? Alors dès que nous avons la confirmation d'un phénomène, nous étudions ce phénomène pour savoir s'il y a lieu ou pas de nous placer en vigilance renforcée, voire même en alerte tsunami. Nous avons très régulièrement des alertes tsunami parce que nous avons des tremblements de terre. On est sur une zone de faille, de sismicité assez importante, mais tous n'ont pas une ampleur telle qu'elle justifie une action administrative. Tel n'était pas le cas jeudi, puisque nous avons eu plusieurs tremblements de terre dans le courant de la nuit. Et puis le dernier tremblement de terre d'une magnitude de 8,1, c'est une magnitude importante, a très vite révélé qu'il y allait y avoir cette fois-ci un risque de tsunami fort sur la Polynésie française, avec un risque de vague de tsunami de plus d'1 mètre, voire 1,50 m sur les côtes des îles du Vent. Donc dès que cette connaissance est à notre niveau, nous allons activer notre dispositif de crise, c'est-à-dire actionner au sein du Haut-Commissariat le PC de crise, qui réunit l'ensemble des forces qui, d'une façon ou d'une autre, vont prêter leur assistance au secours et à la protection des populations. C'est ce que nous avons fait à 10 h, et le PC crise était actif aux alentours de 10 h 30, c'est-à-dire qu'il était composé de l'ensemble des forces attendues. Et puis nous avons très vite derrière déclenché l'alerte tsunami sur les archipels concernés, et nous avons aussi décidé d'engager une mesure d'évacuation des zones sur lesquelles le risque pour les biens, pour les personnes était le plus fort, à savoir sur la côte de Tahiti et de Moorea, sur certaines parties très précises de ces côtes-là. Juste avant d'aller dans l'opérationnel et vraiment l'évacuation et les alarmes, il y a quelque chose qui n'a pas été expliqué, moi-même je ne le comprends pas bien. Il y a un séisme qui se passe au sud-ouest et c'est les côtes nord et est des îles de Moorea et de Tahiti qui doivent être évacuées. C'est logique. Alors manifestement c'est logique puisque le phénomène n'a pas eu l'intensité que nous attendions, mais il a eu lieu. Et nous avons effectivement observé une série de vagues qui étaient d'une ampleur anormale. Donc oui, un phénomène distant peut avoir des répercussions sur une partie limitée de nos côtes, et donc c'est logique. En termes de modélisation, d'explication scientifique, moi je vous invite à vous reporter évidemment aux experts et aux hommes de l'art, et en particulier auprès du laboratoire de géophysique de Polynésie française. Et donc vous l'avez dit, il y a une alerte qui a été lancée, il y a des zones qui ont été déterminées comme étant le plus à risque et donc été évacuées. Comment vous jugez la réponse opérationnelle sur le terrain à ces alertes qui ont été lancées par le Haut-Sariat? Alors il y a des choses positives et il y a des choses négatives. Dans les choses positives, nous avons réussi à obtenir une évacuation de l'ensemble des zones sur lesquelles les risques étaient réputés les plus marqués, les plus forts, dans le temps imparti. C'est-à-dire que les zones avaient été vidées, évacuées de leurs occupants avant l'arrivée attendue du phénomène sur nos côtes.
Nous avons eu une mesure de restriction de l'accès à ces zones. C'est pour ça que nous avons bloqué en amont la circulation automobile. Et dans le même temps, le concours des polices municipales, des services municipaux, des services de gendarmerie, de sapeurs-pompiers permettait de mettre à l'abri et d'orienter les différentes populations vers les zones refuges. Dans le même temps, les écoles mettaient en œuvre leur plan de protection et plaçaient les élèves à l'abri selon les directives qui sont données par les services de la DG2E du pays. Là où ça a moins bien fonctionné, c'est parce que nous avons eu des défaillances sur le système d'alerte des populations. Nous avons un certain nombre de sirènes qui n'ont pas fonctionné alors qu'il avait été demandé leur activation immédiate. Cette activation a été faite au niveau du PC crise du Haut-Commissariat, mais il y a eu une défaillance technique qui a fait que plusieurs sirènes n'ont pas retenti, ce qui a créé un sentiment de confusion chez la population. Heureusement, les maires qui avaient eu d'autres sources d'informations, qui avaient été contactés directement par nos services, ont pu relayer au plus près des résidents des zones concernées le message d'évacuation, et c'est pour ça que nous avons in fine réussi la manœuvre. Ça veut dire que si le tsunami avait été dans le haut de la fourchette de ce qu'on pouvait craindre, il n'y aurait pas eu de victime. S'il y avait eu une vague de 1,60 m qui serait arrivée... Il serait présomptueux de tirer une telle conclusion. Néanmoins, je pense que l'opération générale d'évacuation, effectivement, d'après les retours que nous avons eus, d'après les reconnaissances que nous faisions depuis un hélicoptère que nous avions dépêché sur place, l'évacuation avait été correctement réalisée dans le temps imparti. D'accord. Il y a eu un autre trouble à part les sirènes, c'est visiblement il y a certaines mairies qui ont donné des consignes qui étaient différentes de celles du Haut-Sahara, voire opposées. Je pense notamment à la mairie de Moréa, mais aussi certaines mairies de la Côte Est qui ont appelé à aller chercher les enfants à l'école. Alors effectivement, le principe, c'est qu'il ne faut pas encombrer les routes et il faut laisser aux professionnels qui ont été formés, qui ont été entraînés à cet effet, le soin de mettre à l'abri les populations les plus vulnérables. C'est le cas notamment des populations scolaires qui sont placées sous la responsabilité des chefs d'établissement, du corps enseignant. Donc le message fort que nous répétons et qui n'est pas nouveau, c'est n'allez pas chercher vos enfants à l'école lorsqu'il y a une alerte de tsunami. Le temps ne le permet pas. Vous ne pouvez pas faire plusieurs kilomètres de bonnes conditions pour aller chercher votre enfant et le ramener en zone sûre. Il appartient aux écoles, aux établissements scolaires de mettre en protection l'ensemble des occupants des établissements. Ils sont encore une fois formés et entraînés à cela. Maintenant, je ne néglige pas l'effet d'inquiétude, de panique qui peut survenir dans ce genre d'événement. C'est ce qui s'est passé sur quelques écoles où il y a une très forte pression des parents qui ont absolument souhaité récupérer leurs enfants. Parfois, les Tavanas, qui étaient très occupés par ailleurs, n'ont pas pu faire autrement que de laisser certains parents accéder aux écoles. Néanmoins, ce n'est pas le sens des orientations que nous donnons en termes de gestion de crise. Et je demande vraiment à ce que ce principe de ne pas aller chercher ses enfants et de se mettre soi-même à l'abri soit respecté à l'avenir si une nouvelle alerte devait être lancée en Polynésie. Est-ce que cette alerte va impliquer des changements, que ce soit dans l'organisation ou sur des révisions matérielles? Vous parliez des sirènes tout à l'heure. Oui, nécessairement. Quand on a eu un épisode de gestion de crise, nous en tirons le bilan, nous le faisons le jour même, puis ensuite nous le faisons à tête reposée avec l'ensemble des acteurs de la crise. C'est ce que nous allons faire avec les services de la protection civile du Haut-Commissariat. Nous allons réunir l'ensemble des Tavanas qui ont été impactés par cet épisode de gestion de crise. Et nous allons leur proposer une réunion de retour d'expérience dans quelques jours, dans lequel nous allons faire un point sur nos réussites, mais aussi nos axes d'amélioration. Ils existent, je le disais tout à l'heure. Le premier concerne la communication vis-à-vis du grand public. Je sais qu'on nous a reproché de ne pas avoir suffisamment diffusé d'informations, de ne pas l'avoir fait avec des canaux suffisamment diversifiés. C'est un point sur lequel nous serons attentifs si un tel événement devait se reproduire. Nous allons aussi travailler évidemment sur un angle technique à une fiabilisation du système d'alerte des populations, des sirènes. Nous avions dans nos propres éléments une assurance que 80% des sirènes fonctionnaient. Ce n'est pas ce qu'il s'est passé en réalité. Donc nous avons une défaillance que nous allons devoir surmonter et très vite. Les fonds intercommunaux de péréquation financent largement l'équipement et la réparation et l'entretien des sirènes. Et manifestement, dans certaines situations, cet entretien n'avait pas été poussé jusqu'au bout et nous devons surmonter cet écueil-là. Nous avons ensuite un besoin, évidemment, en termes
d'organisation et de compréhension de la chaîne de secours, parce que nous avons des interlocuteurs qui sont nouveaux, y compris chez les Tavana. Nous avons des équipes municipales qui ont pris leurs fonctions récemment. Nous devons travailler tous ensemble à la connaissance du risque, à l'acculturation au risque majeur. La Polynésie a connu une vingtaine d'épisodes de tsunami en 200 ans, dont une dizaine, la moitié, ont été graves. Le dernier événement significatif datant des années 60. Il y a un risque réel qu'un nouvel épisode de tsunami grave menace et atteigne la Polynésie dans les années qui arrivent. Donc nous devons nous préparer à cela et nous devons faire en sorte que le jour où effectivement cet événement de crise sera face à nous, nous sachions correctement nous organiser pour éviter les dommages. Ça veut dire relancer la sensibilisation, c'est ça? Parce que ce qu'on a observé, nous, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent les consignes d'urgence et les alertes à la légère, du fait que peut-être qu'un certain nombre d'alertes ces dernières décennies n'ait pas abouti à de réels événements catastrophiques. Voilà, certaines alertes sont prises à la légère et on a vu que certaines consignes, notamment le blocage des routes, étaient même mal pris par une partie de la population ou incompris. Bien sûr, évidemment, quand il ne se passe rien, on se demande pourquoi est-ce qu'on a fait tant d'efforts. Le problème, c'est que s'il se passe quelque chose, on ne comprendrait pas de ne pas avoir consenti les efforts nécessaires pour se protéger. Donc oui, bien sûr, il faut bien sensibiliser les générations les plus jeunes, mais pas seulement, sur le fait que la Polynésie est un territoire qui est soumis aux risques naturels, météorologiques majeurs, qui peuvent avoir des effets désastreux et qui doivent à tout moment être des éléments gardés à l'esprit, parce que le jour où c'est nécessaire, il faut savoir être réactif et adopter les bons gestes, les bons comportements pour se mettre en protection et ne pas exposer les autres.